Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Tetsuo the Iron Man. On regarde ça. Where am I? Tetsuo the Iron Man est un film japonais de cyberpunk et body horror sorti en 1989 et réalisé par Shinya Tsukamoto. Le film commence avec le personnage du métal fétichiste qui traverse une sorte de dépotoir métallique pour rentrer chez lui. Une fois arrivé, il s'installe confortablement et s'entaille la jambe avec un couteau. Puis, il s'introduit une barre de métal dans la jambe. Après un moment, il réalise que sa plaie est infectée et que des vers blancs s'y trouvent. Bleh. Il panique et court dans les rues, puis se fait frapper par une voiture. Nous suivons alors un autre personnage, celui d'un salarié bien ordinaire, qui découvre un petit morceau de métal qui sort de son visage. En sortant du métro, l'homme s'assoit sur un banc à côté d'une femme qui découvre un morceau de métal au sol. À l'intérieur de ce morceau de métal semble se trouver le métal fétichiste. Elle perce le métal avec son stylo et le métal se greffe à sa main. La femme commence alors à poursuivre l'homme frénétiquement à travers les couloirs du métro et une bataille commence. L'homme tue la femme et découvre ensuite que son corps s'est de nouveau métamorphosé. Il a des genres de tuyaux rocket qui sortent de ses talons et qui le propulsent à travers la ville. Il va ensuite retrouver son amoureuse pour découvrir que son corps change toujours et il lui pousse un pénis de métal rotatif. Son amoureuse panique et l'attaque avec un couteau, mais l'homme réussit à la tuer quand même. Après sa mort, l'homme dénué de tout espoir continue son inquiétante transformation. C'est alors que le métal fétichiste refait surface, et ce, avec d'étranges pouvoirs. Il confesse au salarié pourquoi il s'en prend à lui, et une confrontation apocalyptique s'entame. Mais de ces deux monstres métalliques, qui sera le vainqueur ultime? Tetsuo the Iron Man est un film très dur à décrire parce que l'histoire est un peu enfouie sous le style expérimental, dérangeant et bruyant qui enveloppe chaque seconde du film. L'histoire que je vous ai racontée, en fait, quand tu regardes le film, est pas si facile que ça à comprendre. La première fois que j'ai vu le film, il y a à peu près 25 ans, j'étais vraiment complètement perdu. Je regardais ça, j'ai eu un mal de tête de fou. Je comprenais rien à l'histoire, j'étais vraiment abasourdi. Puis quand le film a fini, je pense que je suis resté quelques minutes devant l'écran à pas savoir quoi faire. Donc c'était vraiment une méchante claque d'en face parce qu'à l'époque, bon, j'avais jamais entendu parler du film. Dans le fond, je travaillais dans un club vidéo et dans le fond, on avait eu une espèce de section de films japonais, on en avait reçu beaucoup, dont Tetsuo the Iron Man, et j'avais pris ce film-là, et je savais pas trop à quoi m'attendre. En arrière de la pochette, ça disait pas grand-chose, fait que j'ai loué ça, puis ça m'avait vraiment fessé. Aujourd'hui, dans le fond, c'est un film qui est devenu culte, tout le monde en parle, c'est très facile de trouver de l'info sur Internet sur ce film-là, mais quand je l'ai regardé il y a 25 ans, j'étais complètement là out of it. Puis il a vraiment fallu que je regarde le film une deuxième, une troisième fois pour vraiment assimiler ce qu'est Tetsuo et vraiment apprécier ce qu'il faisait. Parce que même si j'avais rien compris, j'avais eu un mal de tête, le film avait laissé un impact sur moi, puis il fallait que j'y redonne une autre chance, puis c'est vraiment en y redonnant des chances que j'ai apprécié le film, et maintenant je dirais que, mettons, dans mon top 5 des meilleurs films ever, Tetsuo a définitivement une place. Exactement tout dans ce film-là est construit pour être un assaut sur les sens. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Visuellement, le film est vraiment hyper kinétique. Le noir et blanc de l'image est vraiment granuleux et super contrasté, ce qui accentue vraiment le côté sale, brut, industriel du film. La caméra et le montage est vraiment frénétique, les plans sont courts, presque stroboscopiques. Le rythme du montage est violent et donne une impression de chaos mécanique. Chaque plan sointe la sueur, la rouille et la graisse. L'esthétique rappelle le film de David Lynch, Eraserhead, ainsi que l'espèce de body horror de Vidéodrome de David Cronenberg. Mais tout ça mixé avec une frénésie punk et une rage urbaine explosive.
C'est super rapide, la caméra shake souvent, les personnages se déplacent en espèce d'animation jump cut. On voit qu'ils bougent pas, mais c'est que la caméra qui bouge puis qu'eux autres ils avancent à cause de ça. C'est vraiment, vraiment intense. Des fois, on suit un bout d'histoire, puis après ça coupe super rapidement vers autre chose. Puis, dans le fond, c'est comme un plan qui a été mis entre deux histoires, puis là, c'est vraiment, vraiment weird. On a aussi droit à des scènes d'animation, image par image, au milieu du film, pour nous montrer le plan de transformation du monde du métal fétichiste vers un enfer métallique. Là où un film classique chercherait la fluidité, Tsukamoto privilégie le choc et la dissonance. Le gore et les make-up sont viscérales et grotesques. C'est over the top, poisseux, sale et repoussant, mais tout à fait délicieux pour tous les gens qui aiment la saveur de la décrépitude. La structure du film ressemble à une descente aux enfers mécaniques. Chaque séquence intensifie la transformation. Chaque apparition du métal dans la chair devient plus grotesque et plus incontrôlable. C'est une progression organique qui est aussi inévitable qu'une maladie incurable. Un des éléments qui est super important dans le film, c'est la musique de Shu Ishikawa. La musique qu'il a fait, elle fait pas juste souligner l'action, elle fait comme vraiment incarner l'espèce d'agression intense que le film met en image. Elle est vraiment faite de percussions métalliques et de bruitage puis de sons industriels qui frappent sans arrêt. C'est vraiment, vraiment intense. On peut pas séparer le film de son audio. La musique, le bruit industriel devient vraiment le langage de la métamorphose puis de la démence du film. Puis ça m'amène à vous parler du générique du début du film. C'est vraiment un segment que j'adore. Je trouve que ça représente très bien le film et les thématiques que le film utilise. Et puis ça fait une espèce d'introduction originale qui nous plonge tout de suite dans l'atmosphère super intense que le film nous propose. Puis avec la musique, c'est juste fucking parfait. Checkez ça. Sérieux, ça fesse tellement fort, c'est fucking cool. Je fais une toute petite parenthèse rapidos prestos de la motherfuckos pour vous faire une petite recommandation musicale. Si la musique que je vous ai passée, dans le fond, la musique du film Tetsuo vous a sonné quelque chose dans votre tête, que vous trouvez ça intéressant, que vous voudriez voir un band qui sonne un peu comme ça, je vous conseille le band Author and Punisher. En fait, c'est un one-man band. Le gars s'appelle Trevor Shone. Et dans le fond, ce gars-là est un ingénieur mécanique qui est devenu un musicien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il fabrique lui-même ses instruments. Donc, c'est pas des instruments comme, mettons, pour souffler dedans ou quoi de même. Il se crée des machines qui va faire les sons qu'il recherche. Puis, dans le fond, il est un peu comme un DJ, mais industriel, où ce que, avec des machines, avec une espèce de manette qui s'est construite, où ce qui donne des coups de dents pour faire le drum, il va faire sa propre musique. C'est vraiment, vraiment super original. Puis, ça sonne très, très industriel, mécanique, fucking cool. Les chansons sont vraiment intenses, puis en même temps, les textes sont très poétiques, mais très dark également. Ça parle souvent d'isolation ou justement de la prise de contrôle des machines un peu sur nos vies, tout ça, d'apocalypse, whatever. C'est vraiment, vraiment original, puis c'est très dark. Mais aussi, le son est comme vraiment distorsionné et agressif. C'est vraiment intense. Mais ça nous rappelle un peu le doom metal parce que, en général, c'est des chansons qui sont très lentes. Qui sont c'est pas du rapide vraiment intense dans le fond, un peu comme Ministry des fois a fait. Dans le fond, lui, il est beaucoup plus lent, mais c'est pas parce que c'est lent que ça fesse pas super fort. C'est vraiment dans notre face et j'ai eu la chance de voir un spectacle de Author and Punisher à Québec il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans et c'était vraiment dans le tapis, c'était awesome.
Puis sa musique me fait vraiment beaucoup penser à l'univers de Tetsuo the Iron Man. Quand je l'ai vu, j'ai pas pensé à lui poser la question si c'était une inspiration, mais je suis pas mal sûr que oui. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une recommandation rapide. Je vous conseille de commencer par les chansons Incinerator et Disparate. C'est deux chansons que je trouve vraiment awesome et je vous ai mis les liens dans la description. Fin de la parenthèse. Si on en revient aux thématiques du film, le film aborde vraiment des thèmes comme la peur de la technologie, l'aliénation urbaine, ainsi que le sentiment un peu de rage, d'impuissance et de violence qu'on peut ressentir lorsqu'on vit dans une société industrielle qui nous impose vraiment tout et dont on est un peu esclave, qu'on est un peu prisonnier d'un rythme de vie auquel on n'est pas vraiment serein avec ça, qu'on choisit pas, que tout nous est imposé. C'est fou parce que, bon, le film date de 1989, c'est sûr qu'au Japon, ils ont toujours été une petite coche en avant des autres au point de vue technologique. C'est une société qui est très technologique, industrielle, ça avance vite. Mais en même temps, c'est fou de voir que les questions, les peurs qui sont dans les années 80 sont encore très actuelles aujourd'hui, en 2025, vraiment des années après, on peut ressentir exactement ce que les personnages ressentent. Puis le film, en fait, dans sa façon d'être fabriqué, nous fait ressentir ça. C'est sûr que c'est pas pareil qu'aujourd'hui, dans le sens où la technologie 89, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc avant, le film met de l'avant surtout ce qui est sale, ce qui est industriel, vu que c'est très machine, c'est très de l'huile, puis du Prestone, puis tout ce qui fait la mécanique. Aujourd'hui, le monde est devenu très plus froid et plus... la technologie est un peu à la style Blade Runner, quasiment, où c'est quasiment plus beau, mais en même temps, c'est très froid, c'est très distant comme look des machines, puis tout ça. Mais si on se rapporte aux années 80, c'est vraiment quelque chose de encore plus mécanique. Donc, on peut encore considérer Tetsuo the Iron Man, et du moins les sujets qu'il aborde, comme vraiment très actuels. Puis dans ce monde-là qui est ultra industrialisé puis ultra technologique, Tetsuo exprime la perte d'identité des individus, écrasés par la ville, par les machines, par le progrès. L'homme devient un simple engrenage. C'est une thématique qui revient très souvent dans les films de Shinya Tsukamoto. Bien sûr, on peut penser aux deux suites de Tetsuo the Iron Man qui sont Tetsuo the Body Hammer et Tetsuo the Bullet Man. Mais on peut aussi penser à des films comme Tokyo Fist ou Bullet Ballet qui explorent des thèmes similaires. Monsieur Tsukamoto est le scénariste-réalisateur du film, mais dans la plupart de ses films, il est aussi son propre directeur photo, donc c'est lui qui contrôle la caméra, c'est lui qui gère l'éclairage du film, et il fait aussi, il joue souvent dans ses propres films, et il interprète souvent des méchants. Donc c'est le cas ici dans Tetsuo the Iron Man, puisqu'il incarne le personnage du métal fétichiste. Le gars est vraiment multi-talentueux. Shinya Tsukamoto a également joué dans plusieurs films qu'il n'a pas réalisés. On peut penser d'ailleurs à le film Maribito de Takashi Shimizu. Il a joué dans un film de Godzilla, je pense que c'est Shin Godzilla, dans lequel il apparaît. Et également, un de ses plus grands rôles, c'est dans le film Ichi the Killer de Takashi Miike. C'est un film qui est super fucked up, over the top, gore, choquant, dépravé et vraiment merveilleux. Il interprète en fait le personnage qui incite, qui dit en fait au tueur Ichi qui allait tuer. Dans le fond, il fait comme lui dire ok, tu vas aller tuer cette personne-là, tu vas aller tuer cette personne-là. Il y a d'ailleurs un très bon gag du fait que Shinya Tsukamoto est vraiment très petit et très maigre. Et à un moment donné, dans une scène, il enlève son t-shirt et il est soudainement le gars le plus musclé de l'univers. C'est un genre de Arnold Schwarzenegger de l'apocalypse. Puis l'effet, c'est un effet visuel bien sûr, mais c'est... Pour l'époque, l'effet est quand même très cool. C'est vraiment un excellent acteur et il est badass. Le tournage de Tetsuo a été une véritable guerre en soi parce que, étant donné l'étrangeté de la vision du créateur, la dissonance, déjà à l'époque c'était super original, on n'avait jamais vu de film comme ça, puis encore aujourd'hui, c'est un film qui est super original. Il y a des films qui ont emprunté un peu les mêmes voix, qui ont parlé des mêmes thématiques, mais Tetsuo reste une voix vraiment unique dans le genre. Ça faisait en sorte que les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait, puis ils savaient pas où ça s'en allait. Donc, à tous les jours que le film se tournait,
chaque jour de tournage, il perdait des membres de l'équipe de tournage. Donc, à un moment donné, il rentrait travailler, hop, le soundman n'est plus là. Il rentrait l'autre journée, l'électricien, le gaffer n'était plus là. Déjà que c'était une petite équipe au départ, en perdant des membres comme ça devait vraiment être intense parce que lui-même devait un peu courir partout puis faire un peu toutes les choses en même temps. Il a été aidé notamment par l'acteur Tomoro Taguchi. En fait, je pense que c'est bon, c'est Tomoro Taguchi, dans le fond, qui est l'acteur principal du film, qui l'a aidé vraiment beaucoup, qui a fait déjà plusieurs rôles, ben pas plusieurs rôles en termes d'acteur, mais il a fait plusieurs rôles en arrière de la caméra, il a vraiment beaucoup aidé, puis ça fait en sorte que sa carrière à lui, puis la carrière de Shinya Tsukamoto, avec ce film-là, a vraiment explosé, donc ils sont devenus quand même des gens très respectés dans le milieu artistique japonais. Mais on a aussi Kei Fujiwara qui est, dans le fond, dans le film, elle interprète la copine de l'homme, dans le fond, de Tomoro Taguchi. Elle, dans le fond, déjà au départ, elle aidait à beaucoup de place en arrière de la caméra, mais encore là, quand le monde sont partis encore plus, il a fallu qu'elle fasse beaucoup de choses. Elle s'engueulait vraiment très souvent avec Shinya Tsukamoto parce que une partie du tournage du film se faisait dans son appartement, puis ça dérangeait beaucoup les voisins, fait qu'elle avait beaucoup de pression. Et quand le film s'est terminé, Kei Fujiwara et Shinya Tsukamoto ne se sont plus jamais parlé, même encore aujourd'hui, ils se sont jamais reparlé, donc ça a été une expérience vraiment intense, puis dans le fond, plus le tournage avançait, et plus Tsukamoto, malheureusement, il perdait tout le temps de la motivation puis de l'espoir, puis à un moment donné, il a même manqué d'argent pour continuer le film, fait que dans le fond, il a décidé de monter des petites scènes rapidement, puis montrer des trucs, le montrer à des gens qui financent les films, puis il a eu de la chance, parce que les gens ont embarqué dans l'idée, puis ils l'ont financé, ça lui a permis de le motiver encore plus, de finir le film. Et une fois que le film a fini, ça a été vraiment une explosion. Les gens ont adoré au Japon, mais aussi, c'est pas vrai, au début au Japon, ça avait été mal reçu un peu, puis après ça, il a été exporté dans d'autres films, puis il a gagné des prix dans des festivals, puis le monde a comme vraiment, la popularité du film a explosé, et là, au Japon, il est devenu vraiment, le film s'est fait connaître vraiment beaucoup, et ça a été un méga succès au box-office. Dans le fond, il jouait un peu comme dans un cinéma aux États-Unis. Des fois, il y avait on appelle ça des midnight showings, je pense, dans le fond, qui montraient des films à minuit. Bon, au Japon, c'était peut-être vers 9h, 10h, mais dans le fond, il a rapporté énormément d'argent dans le milieu du cinéma underground. Donc, ça fait en sorte que, malgré que le tournage a été une guerre et une misère intense, eh bien, le produit final est vraiment absolument fucking cool. Le film est de style cyberpunk. Pour les gens qui connaissent pas ce style d'art-là, de cinéma ou de littérature, c'est en fait une espèce de science-fiction où la technologie est vraiment omniprésente, est vraiment partout dans la société, mais c'est dans des sociétés justement malades, si on peut dire, des sociétés qui sont inégales, plein d'injustices, un peu comme la vraie société, mais bon, c'est souvent dans des futurs dystopiques et c'est souvent c'est ça, dans le futur. Puis malgré le fait que Tetsuo a pas inventé le cyberpunk, c'est en fait une création littéraire d'un roman qui s'appelle Neuromancer, je me trompe pas, dont le terme cyberpunk a été popularisé, qui a été fondé, si on peut dire. Mais dans le fond, Tetsuo a quand même revitaliser le genre, donner un nouveau souffle radical, expérimental à ce style-là. C'est en fait un des films les plus purs et les plus radicaux du genre, et ça a marqué l'imagination d'énormément de gens. Puis il a aussi en fait contribué au rassemblement, en fait au mix du cyberpunk et du body horror, et ça a vraiment une influence incroyable sur le cinéma underground. Fac, pour résumer les points positifs, une radicalité visuelle et sonore, un langage cinématographique unique et viscéral. Malgré que le film est très dense, il dure en fait que 67 minutes, donc c'est pas très long et c'est un investissement quand même de temps bien investi. C'est une influence majeure sur le cinéma cyberpunk et sur l'horreur corporelle. Une esthétique expérimentale à la fois crue et hypnotique. Une mise en scène frénétique qui colle parfaitement au propos. Une bande sonore inoubliable et écrasante. Mais on peut parler également de points qui peuvent vraiment apparaître comme négatifs à plusieurs personnes.
Le rythme chaotique du film peut vraiment choquer ou déplaire les gens. La narration est presque inexistante, enfouie sous vraiment du symbolisme et vraiment du visuel. Le film est vraiment un exemple de show, don't tell. Dans le fond, montre-nous, ne nous le dis pas. C'est une règle du cinéma qui, en fait, justement, nous dit qu'au cinéma, on ne doit pas nous dire ce qui se passe, il faut le voir. Mais dans le fond, le cinéma, mettons, plus hollywoodien, il va faire une espèce d'entre-deux. Il va vraiment montrer des trucs, mais il va tout expliquer en mots, et on va tout savoir tout ce qui se passe à la fin. Il y a tout le temps une espèce d'explication, un peu comme dans les films d'horreur, les films d'action, mettons, lorsque le méchant à la fin, il fait comme tout expliquer son plan pour qu'on comprenne tout. Dans Tetsuo the Iron Man, c'est 100% le contraire. L'histoire, il faut que tu la devines à travers les trucs qui se passent, puis le visuel vraiment intense. Donc quand tu regardes le film plusieurs fois, tu catches puis tu vois tous les détails. Mais lorsque tu le vois pour une première fois, c'est tellement un blast d'images, de sons et d'intensité dans ta face que c'est sûr que tu comprendras pas nécessairement ce qui se passe. Puis les gens qui aiment le cinéma de façon plus linéaire vont vraiment avoir beaucoup de problèmes avec ce film-là. Puis cette expérience-là de violence visuelle et sensorielle, parce que oui, bon, les images sont blastées dans notre face, oui, le son est intense, mais tu sais, comme je dis, il y a du gore également, il y a des images qui sont choquantes, qui sont violentes, ça pisse le sang, puis c'est vraiment, vraiment fucké. Donc, toute cette intensité-là part du début du film jusqu'à la fin, t'as aucun break, c'est tout long, 67 minutes, vraiment intense, donc ça peut paraître hermétique ou même insoutenable pour des gens. Des fois, j'ai essayé de montrer ce film-là à des gens et après 20 minutes, ils n'en pouvaient plus. Il fallait arrêter le film parce que c'était comme too much. Donc, ça peut vraiment arriver à beaucoup de monde. Tetsuo the Iron Man est pas vraiment un film qu'on regarde. C'est un film qu'on subit. C'est une expérience sensorielle extrême, brutale et fascinante et qui repousse les limites du cinéma traditionnel. Et c'est devenu un film culte parce qu'il offre aucune concession. Soit t'embarques dans l'énergie brute et intense du film, soit tu la rejettes totalement du revers de la main. Donc c'est un film qui laisse personne indifférent. Pis toi, t'en penses quoi du film? Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Mais à la prochaine!